Ils ont dit que son silence était plus dangereux qu'un pistolet chargé. Raclement de gorge, Lorenzo Blackwood, l'homme qui a bâti un empire sur l'acier et la peur. Dans le restaurant le plus exclusif de New York, pas même le sénateur dînant à la table 4 n'osa le regarder dans les yeux. Mais alors il y avait Claire Hara, une serveuse de 23 ans avec des trous dans ses chaussures et un secret enterré dans son passé. Elle n'était pas supposée parler. Elle n'était même pas supposée être là. Mais quand elle a vu la douleur cachée derrière le regard froid du vieil homme, elle a brisé la règle d'or. Elle s'est penchée et a chuchoté un seul mot italien. Un mot qui n'a pas juste arrêté le dîner, il a arrêté le monde. Et ce qui est arrivé ensuite, cela a mis la dynastie milliardaire à genoux. Si vous vouliez disparaître à Manhattan, vous n'alliez pas dans les bidonvilles, vous alliez à Loven, le restaurant de la 57e rue où l'éclairage était si faible et la clientèle si riche que le personnel était traité moins comme des humains et plus comme des meubles sensibles. Claire Hara ajusta son tablier, ses doigts tremblant légèrement, alors qu'elle lissait le tissu blanc éclatant sur sa taille. Ses chaussures, des contrefaçons bon marché des mocassins d'uniforme requis, lui pinçaient les orteils. Elle était debout depuis 9 heures, mais elle ne pouvait pas se permettre de sentir la douleur. Le loyer était dû dans 3 jours, et les factures médicales de sa mère en Ohio s'accumulaient comme des congères contre une porte qu'elle ne pouvait plus garder fermée. La table 1 arrive dans 5 minutes. Le matrahi, un Français aux traits vifs nommé Henri, siffla dans son casque. Il regarda le personnel de poids aligné près du passe-plat de la cuisine comme un général inspectant des troupes avant une mission suicide. « Écoutez-moi clairement. Vous ne parlez pas à moins d'être interpellé. Vous n'offrez pas de spéciaux. Vous ne demandez pas comment est l'eau. Vous versez, vous placez, vous disparaissez. »« Tu comprends ça? Oui, chef. » Le personnel murmura à l'unisson. Bien que Henry n'était pas un chef, il aimait juste le pouvoir du titre. Clara Hara déglutit difficilement. Table 1, la table Blackwood. Tout le monde connaissait les Blackwood. Adrian Blackwood était actuellement le célibataire le plus éligible sur la côte Est, un magnat de la technologie qui avait réussi à transformer l'argent industriel de son père en or de la Silicon Valley. Il avait 32 ans, était d'une beauté impitoyable et avait la réputation de virer le personnel pour avoir respiré trop fort. Mais ce n'était pas Adrian qui faisait transpirer le personnel. C'était son père, Lorenzo Blackwood, 80 ans, le patriarche. Des rumeurs tourbillonnaient autour de lui comme de la fumée. Raclement de gorge. Ils ont dit qu'il n'avait pas prononcé un mot gentil depuis que sa femme était morte il y a 20 ans. Ils ont dit qu'il avait une fois acheté une chaîne d'hôtels juste pour virer un voiturier qui avait rayé sa voiture. Il était un homme fait de cran du vieux monde et de cruauté du nouveau monde. Clara Hara, Henry claqua, la faisant sursauter. « Vous êtes sur le service d'eau et de pain pour la table 1. Ne gâchez pas cela. Si je vois une seule goutte sur la nappe, vous êtes viré ce soir. »« Je ne vous décevrai pas, Henry. » Clara a dit, sa voix à peine un murmure. « Je me fiche que vous me déceviez, » Henry ricana, ajustant ses poignets. « Je me soucie de mon bonus. Maintenant, allez-y. » Les doubles portes du restaurant s'ouvrirent en grand. L'air dans la pièce sembla changer. L'oxygène aspiré par la gravité pure des hommes qui entraient. D'abord vinrent les gardes du corps, balayant la pièce avec des yeux qui ne manquaient rien. Puis Adrian Blackwood, ayant l'air en tout point du milliardaire dans un costume bleu marine sur mesure, parlant rapidement dans une oreillette qu'il retira juste au moment où il franchissait le seuil. Et puis Lorenzo, il était dans un fauteuil roulant, poussé par une infirmière au visage de pierre. Il portait un smoking qui semblait d'une autre époque, immaculé et sévère. Son visage était une carte de lignes profondes et de peau non endommagée par le soleil, ses yeux sombres et larmoyants, fixant droit devant lui le vide. Il ressemblait à un roi qui avait conquis le monde, seulement pour réaliser qu'il détestait la vue. Le restaurant tomba silencieux. Même le tintement des couverts cessa. C'était le pouvoir des Blackwood.
Clara se précipita vers la station de service, attrapant la lourde carafe en cristal. Son cœur battait contre ses côtes. Juste verser l'eau, elle se dit, juste verser l'eau et disparaître. Alors que le groupe s'installait à la table principale dans le coin, isolé par des cordes de velours, Clara s'approcha. Elle pouvait sentir le parfum cher émanant d'Adrien, une odeur de bois de santal et d'argent froid. Lorenzo sentait différemment. Il sentait le vieux papier et la menthe poivrée. « Père, s'il vous plaît, » Adrien disait, sa voix tendue d'une frustration contenue. « Le Conseil a besoin d'une décision sur la fusion d'ici lundi. Vous ne pouvez pas continuer à tergiverser. » Lorenzo ne s'y a pas. Il fixa l'assiette blanche vide devant lui comme si c'était un abîme. « Je ne tergiverse pas, » Lorenzo rapa. Sa voix sonnait comme du gravier frottant ensemble. « Je pense. Vous pensez depuis 6 mois. » Adrien rétorqua, claquant sa serviette sur ses genoux. « Vous mettez en péril l'héritage. » Clara s'avança, la carafe lourde dans sa main. Elle se déplaça vers le côté droit de Lorenzo, exécutant la patte parfaitement. L'eau cascada silencieusement dans le gobelet de cristal. La main de Lorenzo tressaillit. Il ne la regarda pas, mais il parla à la pièce. « L'eau est trop froide. » Clara se figea. La glace tinta doucement. Adrien soupira, frottant ses tempes. « Père, c'est de l'eau. Buvez-la. Cela me fait mal aux dents. » Lorenzo dit, sa voix tombant à un grave dangereux. « Il m'apporte de la glace quand j'ai de vieux os. » Personne ne pense. Incompétence. Henry accourait déjà, son visage pâle. « Mes plus profondes excuses, Monsieur Blackwood. Je la remplacerai immédiatement. » Clara bougeait. Il la poussa de côté, pas doucement. Clara trébucha, gardant à peine son équilibre, serrant la carafe. Elle sentit la chaleur monter à ses joues. Elle était invisible. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle était le problème. Alors qu'elle se retirait dans l'ombre de la station de service, elle les regarda. Le fils obsédé par le futur. Le père piégé dans un corps qui lui faisait défaut, entouré d'un luxe qu'il semblait mépriser. Cela allait être une longue nuit. À 9 heures, la tension à la table 1 était assez épaisse pour s'étouffer. Raclement de gorge, le chef, un génie capricieux nommé Marco, avait envoyé 3 plats. L'amuse-bouche, une mousse délicate de pétoncle et de truffes. L'amuse-gueule, foie gras avec une réduction de figues. Les pâtes, raviolis de homard à la crème de safran. Lorenzo Blackwood n'avait pas pris une seule bouchée. Les assiettes furent retournées en cuisine pleine, ce qui envoya le chef Marco dans une rage folle. « Il m'insulte !» Marco cria, jetant une cuillère de dégustation à travers le comptoir en acier inoxydable. « C'est le meilleur menu de New York. Veut-il un hot dog? C'est ce qu'il veut? Il est vieux, chef. » Clara s'aventura doucement de la fenêtre de service, attendant le réapprovisionnement du panier de pain. Peut-être qu'il n'a pas faim. Vous ne parlez pas du client. Marco lui aboya. Prenez le pain, allez-y. Clara se précipita de nouveau. La salle à manger bourdonnait, mais une zone de silence entourait toujours la table 1. Adrien mangeait, mais il était en colère. Il coupait son steak avec des coups agressifs, le couteau grinçant légèrement contre la porcelaine. « Vous devez manger quelque chose, papa. » Adrien dit, sans lever les yeux. « L'infirmière dit que votre poids est encore en baisse. »« La nourriture a un goût de métal. » Lorenzo grommela. Il picorait la nappe en lin avec un doigt noueux, défaisant un fil lâche. « Elle n'a pas d'âme. C'est de la nourriture en plastique pour des gens en plastique. » « C'est un restaurant 3 étoiles Michelin, » Adrien siffla. « Arrêtez d'être difficile juste pour me punir. »« Je n'ai pas besoin de vous punir, » Lorenzo dit, regardant finalement son fils. Les yeux du vieil homme étaient vifs, lucides et remplis d'une profonde déception. Vous vous punissez suffisamment avec votre cupidité. Adrien laissa tomber sa fourchette. Elle claqua bruyamment sur l'assiette. Plusieurs têtes se tournèrent. « Je sécurise notre futur, » Adrien dit, sa voix tremblant de rage. «
J'essaie de garder le nom Blackwood pertinent pendant que vous restez ici et pourrissez. L'insulte plana dans l'air. L'infirmière détourna le regard embarrassé. Raclement de gorge. Lorenzo ne cria pas. Il rétrécit juste un peu. Il s'affaissa dans son fauteuil roulant, le combat s'épuisant de lui. Il parut soudain incroyablement petit. Il ressemblait à un homme qui voulait rentrer chez lui, mais ne savait plus où était sa maison. Clarara s'approcha avec le panier de pain. C'était un levain artisanal, croustillant et chaud, servi avec du beurre cultivé. Elle le plaça sur la table. Lorenzo regarda le pain. Il tendit une main tremblante et toucha la croûte. Il ne prit pas un morceau. Il sentit juste sa texture. Trop dur, il chuchota. Tout est trop dur. Clarara marqua une pause. Elle était supposée s'en aller. Henry la regardait depuis le podium comme un faucon, mais quelque chose dans la voix de Lorenzo l'arrêta. Ce n'était pas juste la plainte d'un milliardaire grincheux. C'était le ton. C'était la cadence spécifique d'un homme qui parlait anglais, mais pensait dans une autre langue. Clarara regarda ses mains. Elles étaient calleuses malgré des décennies de richesse. C'étaient des mains de travailleurs. Elle se souvint avoir lu dans un tabloïd que Lorenzo Blackwood n'était pas né riche. Il était arrivé en bateau dans les années 1950, un immigrant d'une pauvreté dévastatrice qui travaillait dans des aciéries avant de les acheter. Elle regarda la nourriture sophistiquée intacte. Elle regarda le pain au levain. Et puis elle se souvint de son propre grand-père, Nono Petro. Il avait été charpentier en Ohio. Quand il devint vieux et que la démence commença à s'installer, il cessa de manger la nourriture de l'hôpital. Il dit qu'elle n'avait aucun goût. Clarara réalisa ce qui se passait. Lorenzo n'était pas difficile. Il avait le mal du pays. Il mourait de faim pour un souvenir. Elle ne devrait pas le faire. Si elle parlait, elle serait virée. Henry la regardait droit. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin des pourboires. Mais en regardant le vieil homme, en voyant l'immense solitude dans ses yeux, Clarara sentit son cœur se briser. Elle fit un pas de plus, brisant la barrière invisible. Adrien leva les yeux, ennuyé. Qu'y a-t-il? Nous n'avons rien demandé. Clarara l'ignora. Elle ignora le milliardaire. Elle ignora l'infirmière. Elle regarda directement Lorenzo Blackwood. Elle se pensa franchissant la distance protocolaire, jusqu'à ce que son visage soit au niveau du sien. La pièce sembla s'arrêter. Henry commença à marcher rapidement vers la table, les yeux écarquillés de panique. Clarara prit une inspiration. Elle regarda le pain, puis Lorenzo, et elle chuchota le mot « carpetta ». Elle le dit doucement avec un accent italien roulant parfait. Ce n'était pas juste un mot, c'était une invitation. La tête de Lorenzo se releva brusquement. Pour la première fois de la nuit, ses yeux se focalisèrent complètement. Il regarda Clarara, la regarda vraiment. « Qu'avez-vous dit? » Il rapa. Henry arriva à la table, essoufflé. « Monsieur Blackwood, je suis tellement désolé. Cette serveuse est nouvelle. Elle part immédiatement. » Il tendit la main pour attraper le bras de Clarara. Lorenzo leva une main. « Arrêtez! » L'ordre était absolu. Henry se figea, sa main planant à quelques centimètres du coude de Clarara. Lorenzo tourna son regard vers Clarara. Ses yeux étaient écarquillés, cherchant son visage. « Dites-le encore. » Clarara ignora le tremblement dans ses genoux. Elle ignora le regard furieux que lui lançait Adrien. Elle sourit, un sourire triste et connaisseur. « Farellas scarpetta, hein? » Elle chuchota. Cela signifiait littéralement faire la petite chaussure. C'était une expression idiomatique italienne pour prendre un morceau de pain et l'utiliser pour éponger le reste de la sauce tomate sur votre assiette. C'était quelque chose que vous faisiez à la maison, dans la cuisine, avec votre famille. C'était impoli en haute société. C'était considéré comme un comportement de paysan. Mais pour un Italien qui a grandi avec rien, c'était la meilleure partie du repas. C'était le goût du confort. Lorenzo la fixa, sa bouche légèrement ouverte.
Le masque du milliardaire en colère se fissura et en dessous le visage du jeune immigrant apparut. Ma mère, Lorenzo chuchota. Elle avait l'habitude de dire « Ishidi ». Si vous ne faites pas la scapetta, le chef pleurera, parce que la sauce est slam. Clara termina pour lui, citant raclement de gorge, un vieux proverbe que son nonno avait l'habitude de dire. Les yeux de Lorenzo se remplirent de larmes, de vraies larmes. Adrien regarda entre eux, totalement confus. Que se passe-t-il? Que lui avez-vous dit? Lorenzo ignora son fils. Il désigna d'un doigt tremblant les raviolis de homard fantaisiste qui étaient restés froids sur la table. Ceci n'est pas de la nourriture. C'est de l'or. Je ne peux pas manger de l'or. Il regarda Clara. Ont-ils du sugo? Du vrai sugo? Clara connaissait le menu. Il n'y avait pas de simple sauce tomate. Il y avait des réductions, des mousses et des glaçages. Je peux demander à la cuisine, Clara dit doucement. Mais je pense que je sais ce dont vous avez besoin. Elle se tourna vers Henri, qui semblait faire une crise. Henri, dit-elle, sa voix étonnamment stable. Demandez à Marco un bol de spaghetti nature. Al dente, huile d'olive et un côté de la marinara qu'il fait pour le repas du personnel. Pas la source du client, la source du personnel. Êtes-vous folle? Henry siffla. Nous ne pouvons pas servir de nourriture du personnel à la table 1. Faites-le, Lorenzo rugit. Le son résonna sur les murs d'acajou. Le restaurant entier sursauta. Faites comme elle dit, Lorenzo claqua sa main sur la table. Et apportez-moi du pain mou. Pas ce roc. Henry tourna les talons et sprinta vers la cuisine. Pendant les 10 minutes suivantes, le restaurant resta dans un état d'animation suspendu. Adrien resta assis en silence stupéfait, regardant son père. Lorenzo regardait Clara. « D'où venez-vous? » Lorenzo lui demanda. Sa voix n'était plus du gravier, elle était plus légère. « Ohio, » Clara dit, « mais ma famille, nous sommes d'Abruzzo. » « Abruzzo? » Lorenzo hocha la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. Terre dure, Jean fort, jeune têtu. Clara corrigea avec un sourire. Lorenzo laissa échapper un son qui choqua tout le monde. Un rire. C'était un son rouillé, sec, mais c'était un rire. Voyez, têtu. Quand Henry revint, il portait un simple bol blanc. À l'intérieur se trouvaient des spaghettis recouverts d'une sauce rouge vif et huileuse. La simple sauce à l'ail et à la tomate que la mère du lave-vaisselle faisait pour le personnel avant le service. Elle sentait le basilic et la maison. Il le plaça devant Lorenzo. Clara prit un morceau de pain italien moelleux d'un panier différent qu'elle avait réquisitionné à l'arrière. Elle le plaça à côté du bol. Lorenzo n'attendit pas les couverts. Il prit la fourchette, enroula une bouchée massive et la fourra dans sa bouche. De la sauce lui tomba sur le menton. Il s'en fichait. Il mâcha, ferma les yeux et avala. Puis il prit le pain, il essuya le bol. Scapetta. Il mangea le pain. Adrien, Lorenzo dit, la bouche pleine. Oui, père. Adrien semblait terrifié. C'est bon, goûtez-le. Adrien cligna des yeux. Il regarda les pâtes bonnes marcher. Il regarda la serveuse qui venait d'orchestrer un coup d'État au milieu d'un dîner 3 étoiles. Je vais bien, papa. Lorenzo se tourna vers Clara. Quel est votre nom? Clara. Clara. Richie. Lorenzo hocha la tête. Il essuya sa bouche avec la serviette en lin, la tachant d'un rouge vif. Clara, Richie. Vous êtes la première personne en 5 ans qui m'a regardé et a vu un homme raclement de gorge, pas un compte bancaire. Il tendit la main dans la poche de son smoking. Papa, non, Adrien avertit, pensant qu'il cherchait son portefeuille pour donner un pourboire. Nous gérons la gratuité numériquement. Lorenzo sortit un petit carnet en cuir abîmé. Il l'ouvrit à une page blanche. Il y griffonna quelque chose avec un stylo en or. Il déchira la page. Il la tendit à Clara. « Si jamais vous vous lassez de porter de l'eau pour des idiots,
Lorenzo dit, jetant un coup d'œil à Henry. Appelez ce numéro. Demandez Beatrice. Dites-lui que vous savez ce que Scarpetta signifie. Clara a pris le papier. C'était un numéro de téléphone et un nom. Merci, Seigneur, elle chuchota. Lorenzo se retourna vers ses pâtes. Il mangea tout le bol. Le dîner se termina. Les Calloway partirent. Dès que les portes se fermèrent, Henry marcha vers Clara. Son visage était violet. « Vous vous croyez maligne? » Henry cracha. « Vous croyez que parce que le vieil homme a aimé votre petit coup de théâtre, vous êtes en sécurité? » « Il a mangé, » Clara a dit. « Il n'a pas mangé depuis des mois, Henry. Vous avez humilié le chef, vous m'avez humilié. Vous avez servi des ordures à un milliardaire. » Henry arracha le tablier de sa taille. « Sortez! Vous êtes viré, ne vous embêtez pas à pointer. » Clara resta là, le tablier dans sa main. Le bruit de la cuisine rugissait derrière elle. Elle avait sauvé le dîner et elle avait perdu son emploi. Elle regarda le morceau de papier dans sa main. Elle sortit dans la nuit froide de New York, le papier serré dans son poing. Elle ne le savait pas encore, mais ce morceau de papier était une clé, et elle venait de déverrouiller une porte qui avait été scellée pendant 50 ans. Mais à l'intérieur du restaurant, Adrian Blackwood était toujours assis à la table, bien après que son père ait été emmené en fauteuil roulant. Il regardait la chaise vide où Clara s'était tenue. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Faites une vérification des antécédents, » Adrien dit, sa voix froide. « Clara Ritchie, découvrez qui elle est, découvrez tout. Mon père vient de lui donner accès à la ligne privée. Je veux savoir si elle est une arnaqueuse ou une espionne. » Il marqua une pause, regardant les miettes de pain laissées sur l'assiette de son père, et découvrait pourquoi diable mon père la regardait comme s'il la reconnaissait. 72 heures plus tard, Clara regardait d'un avis d'expulsion orange vif scotché sur la peinture écaillée de la porte de son appartement dans le Queens. Henry ne l'avait pas seulement virée, il l'avait mise sur liste noire. Dans le monde très uni de la restauration haut de gamme de Manhattan, la nouvelle voyageait plus vite qu'un feu de graisse. Elle avait insulté un VVIP. 2 entretiens qu'elle avait réussi à obtenir furent annulés par SMS avant même qu'elle n'arrive. À l'intérieur de son petit appartement, l'air était épais de l'odeur de café éventé et d'une panique montante. Son téléphone vibra sur le comptoir en stratifié bon marché. C'était de nouveau l'agence de recouvrement pour les factures d'hôpital de sa mère en Ohio. Clara laissa le message sur le répondeur. Elle s'affaissa sur son futon, mettant sa tête dans ses mains. L'adrénaline de cette nuit d'Halloween s'était estompée, laissant derrière elle une réalité écrasante. Elle s'était levée pour l'humanité, et l'humanité l'avait récompensée en lui retirant ses moyens de subsistance. Ses yeux dérivèrent vers la petite table basse bancale. Assise là, ancrée par une tasse de thé tiède, se trouvait la page déchirée du carnet de Lorenzo Blackwood, Béatrice et un numéro. Cela semblait insensé. Lorenzo Blackwood était un homme connu pour écraser les syndicats et ruiner ses rivaux. Il n'était pas un sauveur. Ce moment au restaurant, cela devait être un coup de chance, un caprice senile provoqué par une faible glycémie. Si elle appelait ce numéro, elle était terrifiée par ce qui se passerait. Au mieux, un rejet humiliant par un assistant exécutif très influent. Au pire, Adrian Blackwood décida qu'elle essayait d'exploiter son père et déchaîna ses avocats contre elle. Le téléphone vibra de nouveau, un autre appel de recouvrement. Clara attrapa le morceau de papier. Sa main tremblait si fort qu'elle se trompa de numéro la première fois. Elle prit une profonde inspiration, se ressaisit et composa les numéros à nouveau. Cela sonna 2 fois. Résidence Blackwood, bureau privé. Ici Beatrice Vance. La voix était intimidante, nette, précise, avec un accent mid-atlantique qui sonnait comme l'argent et les vieux films. Ce n'était pas la voix d'une secrétaire, c'était la voix d'une gardienne. « Bonjour », Clara balbutia, la gorge serrée. « Mon nom est Clara Ritchie.
J'ai rencontré M. Lorenzo Blackwood il y a quelques nuits à Loven. Il m'a donné ce numéro. Le silence s'étira sur la ligne. Clara pouvait entendre le léger grattement d'un stylo sur du papier. Clara Ritchie, Béatrice répéta, goûtant le nom. La serveuse avec la scapetta. Clara se figea. Oui, c'est moi. Monsieur Blackwood attendait votre appel depuis 2 jours, mademoiselle Ritchie. Il commençait à penser que vous aviez plus de bon sens que de vous impliquer avec cette famille. Je n'ai presque pas, Clara admit. Mais vous êtes désespéré, Béatrice déclara, non sans gentillesse. C'était juste un fait. Henry Loven est une petite fouine vindicative. Nous avons supposé qu'il vous virerait. Clara sentit une étincelle de colère. Vous avez supposé et vous n'avez rien fait. Nous attendions de voir si vous aviez le courage d'appeler. Béatrice dit en douceur. Lorenzo n'engage pas de lâche. Pouvez-vous être au domaine à Oyster Bay d'ici 14 heures aujourd'hui? Le domaine, c'est des domaines? Je pensais que cela pourrait être pour un emploi dans l'un de ces autres restaurants. Béatrice laissa échapper un rire court et sec, étrangement similaire à celui que Lorenzo avait eu au restaurant. Ma chère fille, Lorenzo Blackwood ne s'est pas soucié des restaurants depuis 30 ans. Il ne veut pas une serveuse. Il veut un souvenir. 14 heures, ne soyez pas en retard. Le code de la porte est 1923. La ligne devint raclement de gorge muette. Clara dépensa ses 40 derniers dollars pour un billet de train pour Long Island et un taxi de la gare au domaine Blackwood. Le domaine était terrifiant. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse construite en pierres grises dominant le Long Island Sound. De hautes portes en fer s'ouvrirent silencieusement quand le chauffeur de taxi composa le code. L'allée faisait 1 mille de long, bordée de chênes anciens qui semblaient se pencher, chuchotant des avertissements. Quand Clara sortit du taxi, elle se sentit incroyablement petite. Ses vêtements, un pantalon noir propre et un pull gris raisonnable, semblaient bon marché sur fond de pelouse impeccable et d'architecture imposante. La massive porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Debout là se tenait une femme qui semblait être sculptée dans le même granit que la maison. Béatrice Vance avait peut-être 70 ans, grande et imposante avec des cheveux gris acier tirés en un chignon sévère. Elle portait un tailleur en laine qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Clara en Ohio. Ses yeux étaient vifs, intelligents, et évaluèrent Clara de la tête aux pieds en une microseconde. Vous êtes plus mince que vous n'y paraissez à la caméra, Béatrice dit en guise de salutation. À la caméra? Clara demanda, stupéfaite. Les images de sécurité du restaurant. Adrien les a récupérées dans l'heure qui a suivi votre départ. Entrez, mademoiselle Ritchie. Nous avons beaucoup à discuter avant l'arrivée du loup. Le loup? Adrien, Béatrice dit sèchement, s'écartant pour laisser Clara entrer dans le vaste foyer en marbre caverneux. Il pense qu'il dirige cet endroit. Il dirige l'entreprise. Je dirige Lorenzo. Il y a une différence significative. Béatrice conduisit Clara non pas à un bureau, mais à une vaste bibliothèque stérile qui sentait les reliures en cuir et le désuétude. Elle fit signe à Clara de s'asseoir dans un fauteuil à oreilles qui semblait conçu pour que l'occupant se sente inférieur. Soyons clairs, mademoiselle Ritchie, Béatrice commença, debout près d'une cheminée froide. Lorenzo est en train de mourir, pas rapidement, ce qui est une miséricorde, mais lentement, ce qui est une torture. Son corps lâche, mais son esprit est piégé dans une boucle de regrets et de nostalgie. Adrien, son fils, croit que la solution est de le médiquer pour qu'il obéisse et de le maintenir en vie assez longtemps pour assurer les bénéfices du prochain trimestre. Clara écouta, hypnotisée par la franchise de Béatrice. Ce qu'Adrien ne comprend pas, Béatrice continua, ses yeux se rétrécissant, c'est que son père meurt de faim dans une pièce pleine de nourriture. Une famine spirituelle. Cette performance au restaurant, c'était la première fois en 5 ans que j'ai vu le vrai Lorenzo transpercer le brouillard.
Je lui ai juste donné des spaghettis, Clara chuchota. Vous lui avez donné la permission d'être humain, Béatrice corrigea. Lorenzo veut vous embaucher, pas comme personnel. Il a assez de personnel qui le craint. Il veut une compagne, quelqu'un qui parle sa langue. Et je ne veux pas dire seulement italien, quelqu'un qui comprend qu'une tomate est plus qu'un simple ingrédient. Qu'aurais-je à faire? Être là, lui parler, raclement de gorge, disputer avec lui si vous le devez, cuisiner pour lui, de la vraie nourriture, pas ces sottises françaises, le faire se souvenir pourquoi il s'est battu si fort pour construire tout cela en premier lieu. Béatrice marqua une pause. La rémunération est de 150 000 $ par an, plus le logement et la nourriture ici au domaine. Des avantages sociaux complets pour vous et votre mère. Nous connaissons son état. Nous possédons la compagnie d'assurance qui continue de refuser ses réclamations. Clara se sentit malade. Le montant d'argent était stupéfiant. Cela résolvait tout, mais la manipulation la fit frissonner. Vous possédez la compagnie d'assurance? Adrien le fait. Béatrice clarifia avec un air de dégoût. L'influence est sa monnaie préférée. Avant que Clara ne puisse traiter l'offre, les lourdes portes en chaîne de la bibliothèque s'ouvrirent avec fracas. Adrian Blackwood entra à grands pas. Il avait l'air différent de ce qu'il avait au restaurant. Là-bas, il avait été ennuyé. Ici, sur son propre terrain, il était prédateur. Ses yeux étaient d'un feu bleu froid et sa mâchoire était fermement serrée. Il tenait un dossier en papier dans sa main. « Sortez, Béatrice. » Adrien grogna, ne regardant pas la femme plus âgée. Ses yeux étaient fixés sur Clara comme des viseurs laser. Béatrice ne sia pas. « Je mène un entretien à la demande de votre père, Adrien. Soignez vos manières. Mon père est mentalement altéré et vous permettez à un grifter. » Adrien jeta le dossier sur la petite table devant Clara. Des photos se répandirent. Clara baissa les yeux. C'étaient des photos d'elle quittant son appartement, entrant dans le pawn shop hier pour vendre la bague de sa grand-mère, une photo de sa mère, frêle et branchée à des machines de dialyse en Ohio. Une copie du certificat de décès de son père d'un accident d'usine il y a 10 ans, montrant les dettes subséquentes qu'il avait laissées derrière lui. Claricie, Adrien récita, sa voix dégoulinant de dédain. 23, abandon scolaire. Père est mort devant 80 000 $ à la banque. Mère a une insuffisance rénale terminale. Vous êtes actuellement 3 mois de retard de loyer et vous venez de mettre en gage une bague en or pour 200 $. Vous vous noyez, mademoiselle Ritchie, et vous avez vu mon père comme une bouée de sauvetage. Clara se sentit violée. Chaque douleur secrète qu'elle possédait était étalée sur la table en acajou. Des larmes piquèrent en ses yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Elle se leva, faisant face au milliardaire. Je ne savais pas qui il était quand je l'ai servi. Clara dit, sa voix tremblant de fureur. J'ai vu un vieil homme qui était triste, quelque chose que vous n'avez probablement jamais pris la peine de remarquer. Adrien rit, un son d'aboiement dur. Épargnez-moi la routine du cœur saignant. Tout le monde veut quelque chose des Blackwood. Vous avez trouvé son point faible, sa fibre sentimentale pour le vieux pays. C'était un bon con. Intelligent, il sortit un chéquier de la poche intérieure de sa veste. Il décapsula un stylo plume. 50 000 $, Adrien dit, écrivant rapidement. Argent comptant, aujourd'hui. Vous le prenez, vous sortez par cette porte, et vous ne parlez plus jamais à mon père. Vous l'utilisez pour aider votre mère à se remettre sur pied. C'est plus que ce que vous gagnerez en 2 ans de service de pâte. Il arracha le chèque et le tendit vers elle. C'était une bouée de sauvetage. C'était la liberté de la peur pour la première fois depuis des années. Clara regarda le chèque, puis elle regarda le visage suffisant et victorieux d'Adrien. Il pensait que tout et tout le monde pouvait être acheté. Il la regarda de la même manière qu'il avait regardé les raviolis de Omar, un objet à consommer ou à jeter en fonction de son utilité. Puis elle pensa aux yeux de Lorenzo quand il mangea le pain.
Le regard d'un homme qui avait été vu pour la première fois depuis des décennies. Si elle prenait cet argent, elle était d'accord avec Adrien que le moment ne signifiait rien, que ce n'était qu'une transaction. Clara tendit la main et prit le chèque. Adrien sourit d'un air suffisant. Lentement, délibérément, Clara déchira le chèque en deux, puis en quatre. Elle laissa les morceaux flotter sur le tapis perçant coûteux. Le visage d'Adrien devint vide de choc. Son sourire suffisant disparut. « On ne peut pas acheter la Scarpetta, Monsieur Blackwood, » Clara dit doucement. « Et vous ne pouvez pas m'acheter. » Elle se tourna vers Béatrice qui regardait la scène avec un air de profonde satisfaction. « Quand est-ce que je commence? » Clara demanda. Adrien s'avança, sa présence physique menaçante. « Vous faites une énorme erreur. Vous pensez pouvoir survivre dans cette maison. Je vais vous mâcher et vous recracher. Vous souhaiterez être resté dans le Queens. » « Peut-être, » Béatrice intervint froidement, se plaçant entre eux. « Mais elle est l'invitée de Lorenzo maintenant. Et si vous la touchez, Adrienne, je dirai à votre père exactement où vous avez déplacé les actifs des Caïmans le mois dernier. » Adrien se figea, la couleur drainée de son visage. Il regarda de Béatrice à Clara, réalisant qu'il venait de perdre une escarmouche tactique qu'il ne savait même pas qu'il menait. Sans un mot de plus, Adrien fit volte-face et sortit en trombe de la bibliothèque. Béatrice regarda le chèque déchiré sur le sol, puis Clara. Un sourire sincère apparut sur son visage sévère, le transformant. « Bien joué, mademoiselle Richie, » Béatrice chuchota. « Bienvenue à l'asile. Maintenant, allons vous chercher un tablier. Lorenzo demande du risotto. » Le premier mois au domaine Blackwood fut une guerre d'usure. Adrien tint sa promesse. Il ne pouvait pas virer Clara, alors il essaya de la briser. Il fit en sorte que le personnel l'ignore. Il s'assura que le chauffage de sa chambre attribuée dans l'aile est était défectueux. La laissant glaciale, il déposait constamment des plaintes selon lesquelles sa cuisine n'était pas équilibrée sur le plan nutritionnel pour un homme atteint de la maladie cardiaque de Lorenzo, envoyant des médecins concierges coûteux pour la sermonner. Mais Clara avait grandi pauvre en Ohio. Les chambres froides et les autorités moralisatrices n'étaient rien de nouveau. Le vrai défi était Lorenzo. C'était un homme ancré dans son amertume. Certains jours, il refusait de quitter son lit, fixant le plafond, marmonnant dans un dialecte italien si ancien et localisé que Clara pouvait à peine le comprendre. D'autres jours, il éclatait en rage, jetant des choses aux infirmières. Adrien l'engageait terrifié par son propre corps en déclin, mais Clara ne le traitait pas comme un patient. Elle le traitait comme son nonno. Quand il rageait, elle lui criait en italien, lui disant d'arrêter d'agir comme un bambino gâté. Cela le choquait et le réduisait au silence. Quand il boudait, elle l'ignorait et commençait à cuisiner dans la petite kitchenette adjacente à sa suite. Elle ne cuisinait pas de nourriture fantaisiste. Elle faisait de la pasta e fagioli, une soupe paysanne avec des haricots et des restes de pâte. Elle faisait du poulet rôti avec des pommes de terre au romarin légèrement brûlées sur les bords, exactement comme le ferait le four d'Abruzzo. L'odeur était son arme. Elle dérivait sous sa porte, un phare olfactif le rappelant à la vie. Lentement, miraculeusement, Lorenzo commença à tort. Cela commença par de petites choses. Il mangerait la soupe. Puis il accepta de s'asseoir dans son fauteuil roulant près de la fenêtre pendant qu'elle préparait des légumes. La troisième semaine, il parlait. Adrien ne comprend pas. Lorenzo râpa. Un après-midi pluvieux, regardant Clara hacher du basilic. Il voit l'acier, il voit le silicium, il voit la fer. Il n'a jamais vu le feu. Le feu, Clara demanda doucement, le haut fourneau. Les yeux de Lorenzo étaient lointains quand je suis arrivé ici il y a 50 ans. La chaleur, elle vous faisait fondre la peau du visage. Mais nous avons fabriqué l'acier qui a bâti cette ville. Nous étions des géants. Maintenant, je suis dans une cage dorée. Vous avez construit la cage, Lorenzo, Clara dit doucement. Il la regarda vivement mais ne discuta pas. Peut-être, mais Adrien a verrouillé la porte.
Il a honte de l'acier, honte de la saleté sous les ongles. Il veut tout propre, numérique, stérile. Il désigna d'un doigt tremblant un portrait sur le mur d'une belle femme austère. Sa mère, royauté américaine, vieil argent. Elle détestait l'odeur de l'ail sur mon souffle. Elle a essayé de me récurer l'italien. Adrien est son fils, pas le mien. Ce fut d'un aveu déchirant. Le titan de l'industrie se sentait complètement aliéné de son propre héritage. À mesure que Lorenzo devenait plus fort, la panique d'Adrien devenait palpable. Lorenzo assistait de nouveau aux réunions du conseil via lien vidéo. Il contremandait les décisions d'Adrien. Le cours de l'action vacillait parce que le marché détestait l'incertitude. Un soir, Clara était dans la cuisine principale préparant une collation de bruschetta pour Lorenzo quand Adrien l'a acculé. Le personnel de cuisine disparut instantanément. « Vous l'empoisonnez », Adrien siffla, claquant sa main sur l'îlot du billot. Son cholestérol est en hausse, les médecins sont furieux. « Il est heureux, Adrien », Clara dit calmement, ne s'arrêtant pas de hacher. Pour la première fois depuis des années, il rit. Cela ne vaut-il pas quelques pointes de cholestérol? Il est erratique. Il a annulé la fusion avec Takamoto Industries ailleurs. Une affaire d'1 milliard de dollars parce qu'il a dit que le PDG ne l'avait pas regardé dans les yeux. Adrien se pensa prêt, son souffle chaud de scotch. Vous le remontez, vous lui chuchotez des sottises paysannes à l'oreille et détruisez cette entreprise. Je pense qu'il commence juste enfin à voir clair, Clara dit. Écoutez-moi, petite croqueuse de diamants. Adrien lui attrapa le poignet durement. Le couteau tomba de sa main avec un bruit métallique. Je sais ce que vous faites. Vous pensez que si vous le faites, vous aimez, il changera le testament. Mais j'ai un pouvoir notarié en place. Je le ferai déclarer incompétent d'ici la fin de la semaine et je vous ferai jeter à la rue sans rien. Enlevez vos mains d'elle. La voix fut tonitruante. Adrien lâcha le poignet de Clara comme s'il avait été brûlé. Ils se tournèrent tous les deux. Lorenzo était debout dans l'embrasure de la cuisine, debout, pas dans son fauteuil roulant. Il s'appuyait lourdement sur une canne que Béatrice tenait pour lui, tremblant d'effort, mais il était debout. Ses yeux brillaient de la fureur du jeune homme qui travaillait autrefois dans les hauts fourneaux. « Père, » Adrien balbutia, faisant un pas en arrière, « vous ne devriez pas marcher. » L'effort, silence, Lorenzo ordonna. Le mot claqua comme un fouet. Il boita de quelques pas, Béatrice le soutenant. Il regarda de son fils à Clara. « Vous pensez qu'elle est ici pour mon argent? » Lorenzo demanda à Adrien, sa voix basse et dangereuse. « Bien sûr que oui. Regardez-la. Elle n'est rien. » Lorenzo rit. C'était un son terrifiant. Rien. Lorenzo secoua la tête. Il regarda Clara, une intensité dans son regard qu'elle ne comprenait pas. Ce n'était pas de l'affection maintenant. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de presque craintif. « Vous m'avez demandé une fois, Adrien, comment j'ai commencé, Lorenzo dit. Comment un garçon, sans rien d'autre que la chemise sur le dos, a acheté sa première aciérie? Vous avez obtenu un prêt, Adrien dit impatiemment. D'une banque. Aucune banque ne me toucherait, Lorenzo cracha. Je ne parlais pas anglais, je sentais le charbon. Il se tourna entièrement vers Clara. Dites-moi encore le nom de votre père, Lorenzo demanda. Clara était confuse, frottant son poignet meurtri. Mon père? Son nom était Antonio. Antonio Ricci? Lorenzo hocha la tête lentement. Et son père, votre grand-père, Pietro. Le nom frappa la pièce comme un coup physique. Lorenzo ferma les yeux, se balançant légèrement. Béatrice serra son bras plus fort pour le stabiliser. Même Adrien sembla confus par la réaction de son père. Pietro, Lorenzo chuchota le nom comme une prière et une malédiction. Il ouvrit les yeux et regarda Adrien. Vous l'appelez rien, Adrien. Mais vous vous trompez. Elle possède cette maison. Elle possède la chemise sur votre dos. Elle possède chaque poutre d'acier dans chaque bâtiment que nous avons jamais construit. Adrien parut complètement perdu. De quoi parlez-vous?
La démence s'aggrave. Ce n'est pas la démence. C'est l'histoire. Lorenzo rugit, claquant sa canne contre le sol carrelé. Il y a 55 ans, je mourais de faim dans une pension à Pittsburgh. Je voulais acheter une part dans une ferraillerie. Cela coûtait 500 dollars. C'était une fortune. Lorenzo regarda Clara Ara, ses yeux brillants de 50 ans de culpabilité. Votre grand-père, Pietro, il était charpentier, le meilleur que j'ai jamais connu. Il avait économisé 500 pour acheter son propre magasin. Cela lui a pris 10 ans pour les économiser. La voix de Lorenzo se brisa. Il a vu ma faim, il a vu mon feu, et il m'a donné l'argent. Tout. Il m'a donné son futur pour que je puisse avoir le mien. Clara haleta, sa main volant à sa bouche. Son nonno Pietro était mort pauvre, travaillant pour d'autres personnes jusqu'à ce que son dos lâche. Il n'a jamais possédé son propre magasin. Il m'a fait promettre, Lorenzo continua, des larmes coulant sur ses joues burinées. Il a dit, Lorenzo, quand vous serez riche, vous me rembourserez avec des intérêts. Nous nous sommes serrés la main, still scapetta, homme à homme. 2 ans plus tard, j'ai fait mon premier million. Je suis retourné le chercher. Il était parti. Déménagé en Ohio, ils ont dit. J'ai engagé des détectives pendant 20 ans. J'ai cherché, mais Richie, c'est un nom commun. Je ne l'ai jamais trouvé. J'ai bâti un empire sur un rêve volé. Raclement de gorge. Le silence dans la cuisine était absolu. Le seul son était le bourdonnement des réfrigérateurs industriels. Quand j'ai entendu votre nom au restaurant, Lorenzo chuchota à Clara. Quand j'ai vu vos yeux, vous avez ses yeux, les yeux de Pietro. Je savais que la dette était enfin échue. Lorenzo se tourna vers son fils, qui était pâle comme un fantôme. Vous voulez me déclarer incompétent, Adrien? Allez-y. Mais sachez ceci. Demain matin, je convoque une conférence de presse complète. J'annonce la formation du Ritchie Blackwood Trust. 51% de toutes mes actions votantes y seront placées. Adrien sembla vouloir vomir. 51%, c'est le contrôle de l'entreprise. Papa, vous ne pouvez pas. C'est fait, Lorenzo dit. Il regarda Béatrice. Béatrice a les documents prêts. Et devinez qui seront les co-fiduciaires? Lorenzo pointa sa canne vers Clara. Beatrix Vance et Clara Ritchie. La salle de conseil au 50e étage de la tour Blackwood était moins une pièce et plus une cage de verre suspendue dans les nuages. Elle était conçue pour intimider. La table était une dalle d'obsidienne polie de 20 pieds qui ressemblait à une nappe de pétrole gelé. Les chaises étaient en cuir aéronautique. La vue était un panorama de Manhattan, un royaume d'acier et d'ambition que Lorenzo Blackwood avait conquis brique par brique sanglante. Aujourd'hui, cependant, l'atmosphère n'était pas celle de la conquête. C'était une veillée funèbre pour l'Ancien Régime. 12 hommes et 3 femmes étaient assis autour de la table. C'étaient les titans de la finance, le conseil d'administration, des gens qui déplaçaient les marchés d'un murmure. Ils étaient silencieux maintenant, vérifiant nerveusement leurs montres ou lissant les rides invisibles sur leurs costumes sur mesure. Ils avaient été convoqués pour une session d'urgence à 9h précise, sans ordre du jour fourni. À la tête de la table était assis le siège vide habituellement réservé à Adrien. À sa droite était assise Beatrix Vance. Elle lisait un rapport financier avec l'indifférence décontractée de quelqu'un lisant un menu de déjeuner. À gauche était assise Clara Ara Ritchie. Clara Ara gardait ses mains pliées sur ses genoux pour cacher le fait qu'elle tremblait. Béatrice l'avait habillée d'un blazer bleu marine ajusté et d'un pantalon anthracite. Une armure, elle l'avait appelé. Mais Clara Ara se sentait comme une impostrice. Elle était une serveuse qui savait équilibrer 4 assiettes sur un bras, pas une raider d'entreprise qui comprenait les options d'achat d'actions. Elle regarda la ville en contrebas, ressentant le vertige de son ascension soudaine. « Qu'est-ce que je fais ici? » Elle pensa. « Je devrais pointer pour le service du déjeuner. » Les lourdes doubles portes s'ouvrirent s'afflant. La pièce retint collectivement son souffle. Adrien entra en premier.
Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis 3 jours. Sa cravate était légèrement de travers, ses yeux cerclés de rouge. Il marcha vers la tête de la table, plaça ses mains sur le dossier de la chaise du président et parut prêt à parler. Mais alors le son d'un ronronnement motorisé remplit la pièce. Lorenzo Blackwood entra en fauteuil roulant. Il ne portait pas le pyjama ou la robe qu'il avait porté pendant des années. Il portait un costume 3 pièces anthracite coupé dans de la laine italienne vintage. C'était un costume des années 1970, un peu lâche sur sa silhouette maintenant, mais il portait le poids de l'histoire. Il ne parut pas frêle, il ressemblait à un général à la retraite retournant sur les lignes de front. « Asseyez-vous, Adrien, » Lorenzo dit. Sa voix n'était plus un râle. C'était un grondement sourd amplifié par l'acoustique parfaite de la pièce. « Père, je suis le PDG, » Adrien dit, sa voix se brisant. « Je préside cette réunion. Vous vous asseyez. » Lorenzo désigna d'un doigt noueux une chaise à l'extrémité de la table. Le siège habituellement réservé à la secrétaire junior prenant des notes. « Ou vous partez définitivement. » Le silence fut assourdissant. Adrien fixa son père, sa mâchoire travaillant. Il regarda les membres du conseil pour du soutien, mais ils trouvèrent tous le grain de la table fascinant. Vaincu, Adrien marcha sur toute la longueur de la dalle d'obsidienne et s'assit dans la petite chaise. Lorenzo se roula vers la tête de la table. Il ne sourit pas. Il regarda chaque membre du conseil, les fixant un par un. « Vous pensez tous que je suis fou, » Lorenzo commença. Ce n'était pas une question. Vous avez chuchoté. Raclement de gorge, le vieil homme perd la tête. Il est manipulé par l'aide, il est sénile. Il claqua un épais registre relié en cuir sur la table. Des mouches de poussière dansaient dans l'air. « Ce n'est pas de la sottise, » Lorenzo grogna. « C'est de la comptabilité. » Il fit un geste vers Clara. « Levez-vous, mademoiselle Ritchie. » Clara se leva, ses jambes semblant être engelées. Tous les yeux de la pièce la percèrent. « C'est Clara Ritchie, » Lorenzo annonça. « Beaucoup d'entre vous la connaissent comme la femme qui vous a servi de l'eau à Lovenstorm il y a 3 semaines. Vous n'avez pas regardé son visage alors. Je vous suggère de le regarder maintenant. » Lorenzo, avec tout le respect que je vous dois, un membre du conseil nommé Sterling interrompit. « Nous avons un appel de résultats trimestriels dans 2 jours. Le marché est agité. Pourquoi une serveuse est-elle en session à huis clos? Parce qu'elle est le plus grand créancier de cette entreprise. » Lorenzo rétorqua. Sterling cligna des yeux. « Excusez-moi. Il y a 55 ans, Lorenzo dit, sa voix tombant à une cadence de compteur qui teint la pièce captive. J'avais 25 ans. J'avais une idée pour une nouvelle façon de fondre l'acier recyclé. C'était moins cher, plus rapide et plus sale que ce que faisaient les grandes usines. J'avais besoin de capital. Je suis allé dans toutes les banques de cette ville. Ils ont ri de mon accent. Ils ont ri de mes vêtements. Lorenzo regarda Clara. Je vivais dans une pension à Queens. Il y avait un homme dans la pièce à côté de la mienne. Proie, un charpentier. Il travaillait 14 heures par jour à poncer des sols jusqu'à ce que ses doigts saignent. Il économisait de l'argent pour faire venir sa femme d'Abruzzo. Il avait 500 $ cachés dans une boîte de conserve sous ses planchers. En 1955, c'était une fortune. C'était une maison. Clara sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle n'avait jamais connu cette partie